Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nos amis les smartphones ont quand même pas mal endommagé le marché des autres appareils mobiles autour d'eux, quand on y pense. Les GSM aujourd'hui ont presque totalement disparu, entraînant Nokia notamment dans la tourmente. Les Palm, les Pocket PC, tous les petits PDA comme ça ont complètement été balayés, faisant carrément couler l'entreprise Palm, tout simplement parce que tout ce que fait un Palm, un smartphone le fait aussi. Donc ça ne sert plus à rien de se trimballer un Palm. Et à mon avis, les prochaines victimes des smartphones, ce seront les consoles de poche. On voit bien d'ailleurs, les ventes de ces consoles n'ont fait que baisser au fil des années, et aujourd'hui la 3DS a eu un petit succès modeste, et la Vita a complètement bidé. La seule chose qui manque finalement au smartphone pour complètement remplacer ces consoles de poche, ce sont les boutons hardware, les commandes, les contrôles. Et pour ça, on a déjà des manettes Bluetooth qui font très bien l'affaire. Mais la plupart du temps, il faut clipser le téléphone au-dessus de la manette. Ça donne quelque chose de pas facile à trimballer, de pas vraiment très pratique. Sur le modèle de ce qui se fait avec la Nintendo Switch, les constructeurs ont eu alors l'idée de faire des manettes qui se fixent de part et d'autre du smartphone. Et aujourd'hui, on va tester l'une d'entre elles, la Wii 2 de chez FlyDigi. Elle était quand même assez chère, un peu plus de 50 € je crois. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là dans ce package? C'est parti pour le test. Bien, alors regardons de plus près cette Wii 2 et essayons de comprendre ensemble pourquoi elle coûte si cher. Enfin, si cher. C'est relatif, parce que quand on y pense, une manette de console de jeu, c'est pas donné, ça coûte souvent 60 balles. Et quand on en achète une à 25 balles, on est souvent déçu par la qualité. Les manettes pour téléphone ne font pas exception, les trucs de chez Ipega et tout ça, c'est souvent un petit peu de la camelote quand même, à bien y regarder de plus près. Cette manette-là a donc intérêt à faire mieux, compte tenu du fait qu'elle est plus chère. Mais en tout cas, si cette manette est chère, c'est aussi parce qu'elle a pas mal de fonctions avancées, vous allez voir ça, et notamment un logiciel qui est particulièrement bien fait, j'ai trouvé. Donc l'emballage très joli, avec ce côté satiné et brillant sur la photo du produit, c'est très bien fait. Beaucoup de choses sont marquées en chinois, déjà ici dans le bas, et puis à l'arrière c'est pareil, c'est massivement chinois. En fait, la seule chose qui est traduite en anglais et qui est marquée en tout petit ici, c'est qu'il y a deux façons de jouer avec cette manette. Soit directement avec les contrôles fournis, soit en utilisant une petite interface fournie également pour brancher un clavier et une souris, ce qui plaira, je pense, aux fans des FPS. Donc c'est plutôt intéressant. On va tout de suite procéder au déboîtage. J'aime bien ces petits yeux là sur fond noir, c'est assez classe. Ça se ferme avec un petit velcro, ils n'ont pas mis d'aimant, mais bon, après tout, ça reste quelque chose de très propre, très bien présenté. Pareil, tout est marqué en chinois, donc je ne peux pas vraiment trop vous dire ce qu'il y a d'écrit ici. Mais c'est très joli en tout cas, la présentation est plutôt belle. On a la manette avec des petits autocollants pour protéger les boutons brillants, c'est bien, qui est dans une cale en plastique. Donc je vais essayer de voir, oui je pense qu'on peut soulever la cale en une fois. Voilà. En dessous il y a un carton. Voilà, donc tout le reste se trouve dans le carton. On a de la dock. Elle est en chinois et de l'autre côté en chinois aussi. Décidément, ils sont pas très copains avec l'anglais, c'est un petit peu dommage chez FlyDigi. La carte de garantie, tout en chinois aussi. Une petite sacoche de transport avec le logo FlyDigi dessus, très joli. Ça, c'est toujours sympathique d'avoir ça, un petit bonus sympa. Un câble de recharge en micro USB. C'est pas de l'USB type C, mais bon. Leur fameuse interface FlyDigi, alors c'est un petit peu ça qui est le point fort de cette manette, c'est cette possibilité de brancher un clavier et une souris dessus. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a une prise USB full size, USB 3, il semble-t-il, d'un côté, et de l'autre, voilà, on a nos deux prises pour brancher le clavier et la souris. Donc il faudra que ce soit des claviers et des souris USB. C'est caoutchouteux, c'est pas mal, avec le petit logo FlyDigi en surbrillant, c'est très joli. Dans ce dernier sachet, un ultime petit bonus, un petit socle pour venir y poser votre smartphone ou votre tablette. Alors ça peut sembler discutable de fournir un accessoire comme ça pour une manette qui est supposée se clipser au téléphone, mais en même temps, si vous comptez utiliser le système clavier-souris, il faudra bien que vous posiez votre smartphone quelque part. Donc c'est plutôt gentil de la part de FlyDigi d'avoir fourni un socle qui plus est de belle qualité. Celui-ci, il ne va pas se désintégrer comme celui que j'avais vu la dernière fois. Il est bien costaud, je peux appuyer dessus comme une grosse brute. Là, j'ai confiance, je peux poser mon smartphone là-dessus. Il y a même une petite bande de caoutchouc. Donc, petit bonus sympa, encore une fois. Maintenant, on va regarder la manette de plus près. La manette en elle-même, c'est quelque chose d'assez compact, d'assez léger. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Alors, on va enlever tous les petits autocollants qu'ils ont mis. C'est bien, ils ont protégé les boutons qui sont brillants avec des petits autocollants pour être sûr que ça arrive sans vilaine rayure ou éraflure. C'est bien vu.
Donc la manette, disais-je, elle est plutôt légère, c'est sûrement parce qu'elle est massivement en plastique. Hein, elle a des petits creux ici à l'arrière qui rappellent la PS Vita un petit peu. Hein, je pense qu'ils ont un petit peu copié au niveau de l'ergonomie. Les sticks sont de belle qualité, par contre, c'est dommage, ils sont pas cliquables. À la place, ils nous ont mis 2 boutons ici, mais vous allez voir que ces boutons, ils ont des limitations. On ne peut pas s'en servir dans toutes les circonstances. On a des boutons LR, L2, R2, mais ce sont des boutons, il n'y a pas de gâchette analogique. Les petits boutons d'action, ce sont des boutons à micro-switch, enfin avec des petits clics, un peu comme pour les souris. Bon, c'est plutôt bien vu sur ce genre de petits boutons, il vaut mieux faire comme ça. Hein. La croix directionnelle, elle a l'air plutôt pas mal. Ouais, elle bascule bien comme il faut. Elle a l'air de bien répondre. Donc les sticks, c'est à peu près ce qu'on trouverait sur une PS Vita, hein, avec un caoutchouc qui m'a l'air assez rigide et qui devrait donc pas s'user trop vite. Les boutons Start et Select ici en bas, donc tout va bien. Au niveau du principe de fonctionnement, en fait, c'est une manette en accordéon, c'est-à-dire qu'on la déploie en tirant comme ceci, et il y a un système de déploiement à 2 niveaux, premier niveau et deuxième niveau. Il n'y a que le deuxième niveau qui est en métal, le premier niveau est en plastique, et ça c'est un peu dommage parce que du coup, la manette est un petit peu brinque-ballante, hein. Ça c'est dommage pour une manette de ce prix-là qui n'est pas une meilleure rigidité. Alors évidemment, une fois que le smartphone est clipsé, ça sera beaucoup moins flagrant, mais je sais pas, j'ai un petit peu peur qu'au fil des années, ça tienne pas forcément super bien leur système. On va mettre un smartphone dessus et voir un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a clipsé un smartphone sur l'ensemble. Donc là, le smartphone que j'utilise, c'est un Redmi 5 Plus, qui est déjà un grand téléphone, mais avec un grand téléphone comme ça, on est juste en largeur. Hein. On doit avoir à peine 1 cm de marge, donc il ne faudra pas trop taper dans les modèles gigantesques avec des écrans de plus de 6 pouces. Je pense que la limite, c'est vraiment les smartphones de 6 pouces. La rigidité est un petit peu accrue hein, avec le smartphone de clipsé, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Vous voyez, j'arrive quand même encore à bouger un petit peu la manette. Donc à mon avis, ça va être le point faible de la manette, ça va être ça. Mais en jeu, ça pose pas de problème. Hein. Une fois qu'on a le système bien en main, ça répond plutôt pas mal. Donc c'est assez appréciable. Moi, en tout cas, je trouve que ça devrait être jouable. Le seul petit truc, c'est qu'évidemment, comme c'est petit, hein, pour pouvoir avoir la même taille qu'un smartphone, vous voyez, en largeur, quand on appuie sur le haut de la croix, on frôle le stick ici, et même chose quand j'appuie sur A, mon pouce touche le stick d'ici en bas. Donc c'est pas dramatique, hein, ça reste quand même parfaitement jouable, mais les contrôles sont un petit peu étriqués, hein, il faudra prendre ça en ligne de compte. Vous n'aurez pas le confort d'une vraie grosse manette qui se clipse en dessous du smartphone. C'est plus pratique ce système-là, mais c'est peut-être un petit peu moins confortable. Alors sur le dessous de la manette, outre le bouton Power hein, pour allumer et éteindre l'engin, on a aussi ici une petite trappe qui permet de venir recharger la batterie de la manette en micro USB. Et de l'autre côté, on a à nouveau une petite trappe, ici, voilà, cette fois-ci elle s'ouvre dans l'autre sens, qui elle cache une prise USB full size, et c'est là-dessus qu'on va venir brancher la fameuse interface FlyDigi, comme ceci, tac, qui permet ensuite de venir brancher un clavier et une souris. Donc ça je vais vous montrer ça en dernier, hein, le système FlyDigi. On va commencer par jouer avec la manette toute simple pour voir un petit peu ce que ça donne pendant une partie. La première façon de jouer avec la manette de chez FlyDigi, c'est en utilisant un jeu qui reconnaît la manette comme périphérique HID. Il y en a plein, hein. Ici je joue à The Cave, mais vous avez aussi les GTA, New and Tasty, tous ces jeux-là prennent en charge les manettes. Donc vous mettez votre FlyDigi en Bluetooth et le tour est joué, vous pouvez immédiatement jouer à vos jeux. Et ça marche très bien, hein. Les contrôles répondent super bien, donc c'est pas mal. Je suis sur un confort proche d'une Switch là, hein. Pas tout à fait aussi bien quand même, mais pas loin. Donc ça c'est la première façon de jouer, mais il y en a une autre. Quand on lance l'application mobile qui est fournie avec la manette, j'ai téléchargé un APK pour avoir la version anglaise parce que le QR code m'envoyait à chaque fois sur une version chinoise, on voit bien ici les deux modes de jeu. Donc le mode classique qui est une manette classique HID et le mode qui s'appelle Flash Play où en fait la manette est flashée, quelque chose est inscrit dans l'EEPROM, l'appairage Bluetooth est refait automatiquement et on se retrouve avec une manette qui cette fois-ci fonctionne en mapping tactile, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer les touches sur un coin de l'écran par exemple, et à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, ce sera l'équivalent d'avoir posé votre doigt sur cette zone-là de l'écran, un peu comme ce qu'on avait déjà pu voir sur certaines consoles de chez JXD ou de GPD. Donc je vais passer en mode Flash Play,
et puis je vais vous faire la démonstration un petit peu de comment ça marche. Voilà, donc quand je lance un jeu dans ce mode mapping tactile, je vais me retrouver avec cette petite fenêtre qui va s'ouvrir par-dessus le jeu et qui va me proposer d'attribuer en fait les boutons hardware de la manette à des zones tactiles de l'écran. Donc ici par exemple, on a le joystick L que je peux placer où je veux sur l'écran, par exemple ici. Même chose pour le joystick R, tac, bon sur ce jeu-là ça sert à rien, mais ensuite je mets mes petits boutons tactiles où je veux, le bouton A, hop, le bouton B, tac, le bouton X, boum, le bouton Y, schlack, oh, voilà. Donc je mets mes boutons vraiment où je veux. Hein. Je peux en mettre plusieurs. Vous voyez que le bouton X, je peux le mettre à 2 endroits différents. Si j'ai fait une erreur, j'appuie ici sur moins et ensuite je peux mettre mon bouton à la poubelle. Tac. Et je peux aussi mettre les boutons comme par exemple Select, Start et tout ça. Les fameux boutons C et Z, hein, qui sont, je vous le rappelle, ces deux petits boutons ici. Et quand je vous disais que ces boutons avaient des limitations techniques, en fait, c'est bel et bien le cas. On ne peut les attribuer que à des zones tactiles. Sur le mode HID, ces deux boutons-là sont totalement inopérants. Et puis on peut même mettre des combinaisons, c'est-à-dire par exemple L plus A, etc. Ouh la vache, pardon, excusez-moi, le caméscope il a du mal à faire le point, voilà. On peut mettre des combinaisons genre L plus A, L plus B, A plus B plus C, des trucs comme ça. Donc ça a vraiment été super bien fait, c'est vraiment super complet. Et puis une fois qu'on est content, on appuie sur le bouton vert, et puis on peut jouer. Donc là, s'il faut jouer, il faut que j'appuie sur Y. Et c'est parti. Alors, vous voyez que l'interface est visible. Hein, on voit les boutons tactiles sur l'écran. Mais je vous rassure, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton ici pour les faire disparaître. Hop. La seule chose qui restera visible, c'est cette espèce de petit trait vert que vous voyez ici en haut à gauche et qui permet de réouvrir la fenêtre d'ajustement, etc. Ça, c'est le seul truc que vous ne pourrez pas masquer complètement. Bon, c'est un petit peu dommage, on pourrait dire, mais ils ont fait un truc vraiment super discret en haut ici à gauche. En général, ça ne pose pas de problème. Et sur les écrans 18/9 comme ça, en général, c'est même pas dans la zone de jeu. Bien, alors le mode clavier-souris n'est pas évident à brancher. Hein. Bien sûr, il va vous falloir un clavier et une souris, mais surtout, il va vous falloir brancher cette fameuse interface FlyDigi ici, là. Et ce qui est pénible avec cette interface, c'est qu'outre le clavier et la souris, il faut aussi brancher une alimentation externe en micro USB. Donc moi, j'ai mis une power bank pour que ce soit plus simple, mais ça fait quand même pas mal de branchements. Hein. Donc c'est vraiment un mode de jeu exigeant, et pas forcément top. Je vais essayer de poser le smartphone là et de tout mettre dans le cadre de la caméra, c'est pas facile. Mais voilà, donc quand vous lancez le jeu, vous allez vous retrouver avec la même fenêtre en fait, hein, mais sauf qu'évidemment, cette fois-ci, au lieu d'avoir des boutons de la manette, vous allez avoir les boutons du clavier et de la souris. On voit notamment ici les fameux boutons, alors eux ils appellent ça WASD, mais nous évidemment sur nos claviers AZERTY ce sera ZQSD. On retrouve la souris, etc. Donc bah écoutez, je vais faire un essai, je vais essayer de mettre la souris en plein milieu. ASD, machin, je sais pas trop où, je sais pas trop comment il fonctionne ce jeu là, donc on va le mettre ça comme ça. Je vais faire Start, et on va essayer de jouer à ce jeu. C'est un FPS que j'ai pris un peu au pif sur le Play Store. Alors normalement on est supposé poser son jeu comme ça et jouer à la souris. Et ça fonctionne, hein, je peux me déplacer. Sauf que là, évidemment, c'est pas forcément l'idéal. Hein, parce que j'ai pas utilisé un jeu qui était forcément optimisé pour ça. J'aurais préféré, moi, que ça fonctionne en HID et qu'on puisse réellement... donc là, par contre, ça marche. Je peux straffer avec mon clavier. Je peux reculer, avancer aussi. Et tourner la caméra avec la... Voilà, c'est ça le problème, c'est que je ne peux pas tourner la caméra. Lui, il considère que c'est un input écran. Et c'est un petit peu ça le problème que vous allez avoir avec cette méthode, c'est que il aurait été plus judicieux que ce soit du HID, que ce soit détecté. Et aucun jeu, ou presque, ne détecte en HID. Alors une question qu'on peut légitimement se poser avec une manette comme celle-ci, c'est peut-on jouer en mode portrait, par exemple ici à l'émulateur de DS Drastic, avec cette manette sur un smartphone? Oui, on peut, hein, ça fonctionne, hein, je vais vous faire une rapide démo, vous allez voir.
Ouais, je peux me balader, il n'y a pas de problème, les contrôles répondent bien et tout. Mais d'une, ça ne marche qu'en mode classique, en mode HID. Si vous vous mettez en mode tactile, c'est mort, l'interface tactile n'est compatible qu'en mode paysage. Et le deuxième problème avec le mode portrait, c'est qu'il faut vraiment avoir un smartphone très large. Hein. Vous voyez mon Redmi 5 Plus, qui est déjà un téléphone avec un grand écran, eh ben, c'est limite. Hein. Le téléphone, il se balade dans la manette, il bute. Hein. Dans le bas, il y a une petite butée, donc il ne peut pas tomber. Mais s'il avait été un petit peu plus étroit, si j'avais mis mon Galaxy S8 par exemple, ça n'aurait pas tenu. Donc oui, on peut jouer en mode portrait avec cette manette, mais c'est quand même un petit peu perfectible. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et la très grande force de cette manette, c'est bien sûr sa grande versatilité. Elle est très complète et ça c'est grâce à son logiciel qui est vraiment bien fait et qui permet d'utiliser soit la manette en mode HID, soit en mode tactile, soit en mode clavier-souris HID, soit en mode clavier-souris tactile. Alors ça fait pas mal de branchements, franchement je trouve pas que ce soit forcément très pratique. Moi je vais plutôt me servir de cette manette comme d'une bête manette. Mais voilà, c'est d'un point de vue logiciel la manette la plus complète que j'ai jamais vue haut la main. Et le logiciel étant fonctionnel, je n'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un petit problème, c'est plutôt sur l'aspect hardware. Alors je l'ai déjà dit, les contrôles sont un peu étriqués, mais ça je peux le pardonner à la rigueur, parce que voilà, on est sur un produit qui est compact, pour justement pouvoir être facilement trimballé. En plus, il y a une petite housse fournie, donc tout roule à ce niveau-là, j'ai pas de problème avec ça. Mais là où je suis un petit peu gêné, c'est sur le côté solidité. On est quand même sur quelque chose qui est massivement en plastique, et la rigidité de la charnière me paraît... J'ai pas eu de problème avec, hein, attention, hein, mais me paraît quand même quelque chose qui sera pas... ultra durable. Je pense pas que cette manette, elle vous fera 10 ans. Hein. Elle vous fera peut-être 3 ou 4 ans. C'est déjà pas mal. Mais il faudra y aller mollo avec. Si vous tirez un peu trop fort dessus, vous risquez de l'endommager. Pour ça, je vais enlever une étoile. Pour tout le reste, j'ai pas rencontré de difficultés. Certes, c'est pas évident de configurer certains des modes, mais j'ai envie de dire que c'est plus la faute des jeux finalement, hein, qui prennent pas en charge le HID que de la manette en elle-même. Donc voilà, j'enlève une étoile pour les petits doutes que j'ai sur la solidité de la manette et sur son côté un peu étriqué. Et du coup, la manette a une note de 4 sur 5. Ça reste, à ce jour, la manette Android la plus complète et la mieux foutue que j'ai jamais testée. Et bien voilà, c'était le test de cette FlyDigi Wii 2, une manette qui n'est pas exempte de petits défauts, certes, mais qui confirme quand même mon sentiment que les consoles de poche vivent leurs dernières années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!